Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur votre plateau Entretien Brut, le plateau sur lequel, avec notre invité, avec notre chroniqueur, on fait un décryptage de l'actualité nationale et on jette un coup d'œil sur ce qui se passe au niveau régional et voire international. Alors, je suis avec mon invité du jour. Il s'agit de Monsieur Mohamed Abdellahi El Kali. Il est sociologue, spécialiste des questions sociales et sécuritaires du Sahel. Il est également le DG de Sahel Expertise Consulting SEC. Bonjour, Monsieur El Kali. Oui, bonjour, Madame Maïga. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Bienvenue sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Vous avez un coup d'œil pour pouvoir voir ce qui se passe à l'horizon. Oui. L'actualité, vous suivez évidemment. Oui, vous n'avez pas le choix avec le cabinet que vous gérez évidemment. Et le chroniqueur, voilà, il s'agit de Monsieur Moussa Oulé Traoré. Il est correspondant, journaliste, correspondant de Médias Guinée en République de Guinée. Moussa, bonjour. Oui, bonjour Fadima. Bonjour à la diaspora dans son ensemble comme d'habitude. Un bonjour particulier à l'endroit du sous-préfet de Narena. Donc cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Oui, le samedi, j'étais à Narena. Donc actuellement, on peut dire fini le conflit intercommunautaire à Koromali, donc entre les Maliens et les Guinéens. Actuellement, les douaniers, les corps habillés de ces deux pays, donc ont créé un mouvement pour organiser souvent des matchs de football, donc entre les deux pays. Donc quand vous allez de ce côté, vous verrez que la Guinée et le Mali, deux poumons d'un même corps. Donc, mais c'est grâce à la vigilance et à la résilience aussi de ce préfet de Narena, M. Adama, qui est mon petit, donc parce que c'est un dogon, et moi je suis Madinké, donc qui est un petit à moi. Coucou à M. le sous-préfet. Coucou à Monsieur le sous-préfet. L'initiative, elle est vraiment salutaire. En parlant de football aussi, actuellement, c'est la CAN qui se déroule en République de Côte d'Ivoire. Voilà, moi, mon coucou, il va à l'endroit des Aigles du Mali qui ont magnifiquement, merveilleusement remonté un petit peu l'équipe d'Afrique du Sud. Vraiment, on les encourage et moi, je reste confiante. Hein. Je sais que la coupe va nous revenir ici au Mali. Ce sera vraiment le beau boom pour tous les Maliens. Hein. Oui, après Kidal. Donc, ce sera encore la coupe. Après Kidal, ce sera une deuxième coupe. Hein. Inch'Allah, vraiment, ce sera le beau cadeau de 2024. Sincèrement, oui. D'accord. Alors, on va commencer par nos dossiers, téléspectateurs de Mandé TV. On a un dossier sous la main, sous le coude. Il s'agit du discours de vœux du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Il a fait un discours à Koulouba où il a notabilité traditionnelle et religieuse. Vous avez pu regarder ça, ça a vraiment beaucoup circulé, il y a eu beaucoup de communication là-dessus. Et surtout, ça a été un discours de plus d'1 heure qui a été vraiment assez conséquent. Vous avez pu regarder, M. Mohamed Je l'ai regardé plus de 4-5 fois parce que le discours m'intéresse beaucoup, ça m'a beaucoup intéressé. Et j'essaie d'analyser, de voir, de comprendre aussi. Alors, vous avez compris quoi? J'ai compris d'abord, le premier aspect que j'ai compris, que la communication vient à point nommé, parce que le Malien voulait vraiment comprendre beaucoup de choses. Je pense qu'à travers ce discours, devant le Malien représenté, parce que les couches qui étaient là-bas cette nuit-là, ou ce jour, c'était vraiment les couches qui représentent le peuple malien. Si je veux bien comprendre, il s'agit des chefferies traditionnelles. Les gens les disent légitimité traditionnelle. Moi, j'ai l'habitude de les appeler des chefferies traditionnelles parce que c'était des chefs qui existaient bien avant qu'on ait des présidents et des ministres. Et donc, également, les leaders religieux qui aussi ont un grand poids dans nos différentes communautés. Et des gens écoutés, qui sont écoutés, souvent même aujourd'hui à l'ère du virtuel, qui sont aussi poignardés de temps en temps, on comprend, c'est la nouvelle génération, on comprend. Je pense qu'il a donné un discours, après avoir, je pense, écouté les uns et les autres, il a voulu répondre à certaines informations pour éclaircir le peuple malien sur certains points. Et quand il s'agit de la situation sécuritaire, parce que vous savez, la situation sécuritaire, une thématique que je travaille là-dessus depuis 2011, c'est une question sensible.
Et puis n'importe qui ne peut pas se permettre d'apporter des réponses sur ces questions-là. Et quand un chef de l'État nous donne des informations réelles, également il a parlé de l'idéal malien. L'idéal malien, c'est-à-dire aujourd'hui, je pense que les jeunes du Mali sont en train de travailler là-dessus. Quel candidat pour le Mali des élections à venir? Il doit être qui? Ce n'est pas le nom de la personne. Je ne suis pas dans le culte de personne, mais c'est les qualités qui doivent être en cette personne-là. Je pense qu'il a un peu décrit ceci aussi dans son discours. Et également, il est parvenu sur certains points, ce qui concerne les questions des affaires étrangères, c'est-à-dire les relations qui existent, si vous voulez bien le mettre entre guillemets, la France-Afrique, qui vraiment à un moment donné, il a dit qu'il a été reçu d'abord, premièrement, qu'il a reçu l'ambassadeur français, qui lui a proposé, comme on appelle, un document dans lequel c'est écrit noir sur blanc que l'OTAN doit être au Mali. Pour quelle fin? Et dans quelle région du Mali? Si c'est à Kidal, pour quelle fin? Est-ce que c'est dans l'intérêt du peuple malien? Donc il nous a montré que lui, ce jour-là, il n'a pas été du tout d'accord avec ça, parce que nous, aujourd'hui, tout le monde le sait, pour réellement lutter, l'un des facteurs de l'extrémisme violent aujourd'hui, c'est l'occupation des pays par des puissances étrangères. Nous voulons une armée qui défend le Mali. Nous ne voulons pas des étrangers qui viennent défendre l'État malien. Le rôle de la défense des populations, la préservation des biens et la vie des êtres humains, ils reviennent à l'armée malienne. Donc aujourd'hui, il nous a montré ceci clairement, premièrement. Et secondo, il a aussi parlé, comme on appelle, de salaire de ministre, pour éclaircir aussi, parce que le train de vie du gouvernement, les gens le disent dans les salons. Des gens le disent dans le salon, d'autres en parlent, d'autres ne veulent pas en parler. Et d'autres disent non, ben, il a montré aux gens que les ministres n'ont pas réellement leur salaire en totalité depuis plus de 10 ans. Donc ça, c'est déjà le président de la transition. Il a commencé par lui, en refusant, je ne sais pas, son salaire, en mettant au profit de la population, en mettant des, comme on appelle, en créant ou en mettant sur place des châteaux dans certains villages. Peut-être si certaines personnes veulent m'écouter, ah mais il est en train de jeter de la fleur à la transition. Non, nous sommes des Maliens, nous voulons un Mali nouveau, mais un Mali nouveau basé sur la justice sociale, l'équité, le respect des droits des hommes. C'est ce que nous voulons. Et je pense que communiquer est très important, parce que dans mes analyses depuis le début de la transition, à mon avis, à travers DIRPA, la transition communiquait sur l'aspect sécuritaire. Mais il y avait la communication, à mon avis, qui manquait, qui est la communication, le rapprochement avec la population. Parce que quand on regarde aujourd'hui les ministres qui sont sur place, c'est des ministres qui sont moins absents dans les bureaux. Bon, c'est un constat personnel, ils sont tous sur le terrain, et puis c'est des visites de 2 heures, 4 heures. Ça, c'est des choses à saluer, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir communiquer avec les ministres, de leur dire ce qui ne va pas dans la société. Je pense que c'est un discours vraiment qui est à la mesure, un discours vraiment qui est à saluer. Mais également, si on regarde dans l'analyse socio-politique pure, on verra que psychologiquement, on est en train de préparer les Maliens sur 2 ou 3 aspects, et cela n'engage que moi, c'est des analyses. Hein. Peut-être que les choses vont changer, mais comment? Et les Maliens doivent comprendre. Parce que quand on dit, et que c'est vrai aussi moi en tant qu'analyste sur des questions sécuritaires, je vois aujourd'hui que le terrorisme, comme il l'a dit, c'est pas une arme, mais un chien, entre guillemets, que les grandes puissances vraiment envoient vers les puissances qui veulent dominer, ou les présidents, ou les chefs d'État qui refusent vraiment de faire ce qu'ils veulent. Et quand il le dit clairement, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais il dit qu'on doit donner, en partant, c'est-à-dire la transition, quand le jour de la transition va remettre le pouvoir à quelqu'un, on ne sait pas qui, est-ce que c'est cette même... comme on appelle, les autorités continueront après transition. C'est une question que les Maliens se posent, se demandent. Nous sommes des Maliens, est-ce que les lois interdisent ou pas? On voit que dans la loi, ce n'est pas interdit formellement, c'est ce que je cherche. Et donc, mais il a fait une description c'est-à-dire du futur président malien. Mais il dit, il ne doit pas remettre le pouvoir. Les Maliens doivent comprendre ceci. On a dit à tout le monde, on ne peut pas remettre le pouvoir tant qu'on n'a pas une armée remodelée, motivée, rénover. C'est pourquoi ce que nous comprenons aujourd'hui, dans tout ce qu'on fait comme recrutement dans l'armée, c'est une analyse personnelle, c'est pas pour gonfler le rang de l'armée, non, c'est pour vraiment créer une sorte de dynamisme au sein de l'armée malienne, avec des jeunes qui ont le Mali dans leur cœur, qui ont le Mali dans leur esprit. C'est ce que la politique du ministère de la Jeunesse et de la Construction nationale à travers le CNSP, c'est-à-dire le service national de volontariat, comme on appelle
comment vous appelez le département là, qui est chargé de recrutement des jeunes volontaires dans l'armée, pour les éduquer sur les questions de citoyenneté, sur les éduquer sur les questions, comme on appelle, de l'intérêt du peuple, la gouvernance. C'est des aspects qui sont développés. Ce n'est pas uniquement pour renforcer le rang de l'armée, mais c'est pour aussi créer, c'est-à-dire après eux, d'avoir une armée jeune, vraiment qui est remodélée, motivée, qui comprenne vraiment les valeurs de l'État, qui aujourd'hui ne pourra jamais signer un accord comme des accords militaires qui existaient entre le Mali, où on interdisait au peuple malien et à l'armée malienne de survoler le territoire malien sans l'accord d'une puissance étrangère. Je pense que ces futurs militaires-là ne vont jamais faire ceci. D'accord. Entre-temps, Moussa. Oui, Fadima, Amir, ce beau discours, j'avais dit sur le plateau de l'an du discours que le président avait fait en français. Donc j'avais été l'une des personnes qui avait critiqué d'abord le président par rapport à son serment en français, puisqu'il aurait violé la constitution que lui-même nous avait proposée. Donc parce que on dit maintenant la langue officielle ce sont nos langues nationales et non la langue de travail c'est le français. Bon, mais quand tu fais un discours en français et discours adressé à la nation, nous sommes une nation malienne et nous ne sommes pas françaises. Donc merci beaucoup Monsieur le Président pour avoir nous écouté. Donc cette fois-ci pour nous parler entre nous Maliens. Donc il a parlé pour nous. Mais finalement quand vous écoutez, moi je suis un peu content et inquiet à la fois. Peut-être les deux ne vont pas ensemble, mais je m'explique. Content du fait que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a fait une analyse synthèse de la situation malienne. Il est sorti, peut-être comment je peux qualifier ça, il est sorti de son trou depuis plus de 3 ou 4 ans que les Maliens attendaient ça, c'est-à-dire une telle sortie de la part du président de la transition. Puisqu'on a vu, le président a compris, il a compris notre message, il a compris que ces ministres-là ont peur du micro, ont peur de parler parce qu'ils n'ont rien à dire. Mais lui, peut-être étant le chef de tout, parce que si ça échoue, c'est lui qu'on voit, on dit Assimi. Mais aujourd'hui, tout le monde parle, les ministres se bombent le torse et disant que la transition est en train de faire ceci. Mais si à l'échec, on va dire que non, c'est le président qui n'a rien fait. Donc le président a compris cela. Il a compris, comme il ne peut pas dire à ces ministres-là de sortir, de nous parler. Et nous avons un premier ministre qui ne fait que nous parler de la féodalité, maintenant de la construction de la démocratie au Mali, de comment on a... Parce qu'il n'a rien à nous expliquer. Mais aujourd'hui, le président de la transition, il n'a rien à expliquer. Non, le ministre, oui, ce n'est pas parce qu'un ministre qui n'est au courant de rien, un premier ministre on ne l'informe pas, c'est ce qu'il a dit. Donc maintenant, je reviens à ce niveau. C'est pas pour le défendre quelque part, mais tous les Maliens, l'Afrique a compris que notre Premier ministre, quand même, est un fin politicien. Oui, moi-même, j'ai été le premier à le dire ici. Donc, je le soutenais, mais sauf si il est en train de me décevoir dans ces derniers temps. Donc, c'était entre parenthèses. Donc, le président Assimi, quand vous lisez son discours, il a parlé de tout, un peu partout, de l'électricité. Il a parlé même la cherté de la vie. Il a parlé encore des élections. Mais quand je dis que je suis content, parce que enfin le président a parlé, je suis content. Enfin il a parlé et il va continuer encore à nous parler. Et maintenant, pourquoi la suite pratiquement je vais attendre jusqu'à en ce moment pour pouvoir nous dire certains secrets que les Maliens ne connaissaient pas. Par exemple, les coups de fil qui se sont passés entre lui et le président, au moment où c'était chaud entre la France et le Mali, au moment où c'était chaud entre certains partenaires et le Mali, le président n'a jamais parlé de cette situation et de ces appels discrets entre eux pour nous parler de tout cela. Mais c'est maintenant là qu'il a parlé. Politiquement, je suis d'accord avec mon ami. Quand il a dit que politiquement, le président a lancé un message. Parce qu'il sait aujourd'hui que les Maliens on commence à avoir certains rages par rapport à la desserte énergétique, par rapport à la cherté de la vie. Maintenant, là, il faut nous faire sortir certains... pour nous faire sortir dans cette situation-là, maintenant, il faut faire une communication qui peut peut-être
essayer de donner comment dirais-je, la sincérité au peuple malien. Aujourd'hui, Assimi a bien fait, il a bien calculé, parce que maintenant là, on ne parle que d'Assimi, parce que ce qu'il a refusé aux Français. Aujourd'hui, le Malien est dans le nationalisme. Mais moi qui suis assis, je suis dans le nationalisme, c'est vrai, mais c'est quand il parle de la sorte. Obligatoirement, on voit en lui un sauveur. C'est ce que le président voulait. Donc maintenant, quand on a dit la cherté de la vie est chère et ainsi de suite, maintenant le président nous dit, bon, la vie est chère, c'est vrai, mais il faut regarder les ministres aujourd'hui qui ne touchent pas leur salaire. Mais sauf si que le président a oublié quelque chose. Les salaires de ces ministres-là, les salaires-là, ça vaut maintenant le salaire d'une personne pendant plus de 2 ou 3 ans de salaire de quelqu'un. Donc maintenant, quand un ministre n'a pas tout son salaire, la moitié du salaire du premier ministre fait moi mon salaire pendant plus de 2 ans. Donc maintenant, quand on me dit que le ministre n'a pas tout son salaire, cela veut dire que moi, je ne me vois pas dedans. Parce que moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui n'a pas son salaire. Mais étant donné que certains ministres et les députés qui sont payés à 2 millions de francs CFA par mois, et qui sont des personnes au Mali qui touchent 2 millions ou au-delà même de 100 000 francs par mois. Donc, et quand les ministres qui touchent 2 millions par mois et qu'ils n'ont pas la moitié, ils n'ont pas la totalité de leur salaire, maintenant prenons la moitié, ça fait 1 million. Mais ils n'ont qu'à diminuer leur train de vie. Maintenant, certains voyages de luxe pour aller ceci, cela. Donc, seulement les ministres doivent diminuer cela. Mais ils vivent très mieux parce qu'ils vivent dans la maison luxueuse. Maintenant, ils vivent décemment. Mais nous, la population lambda, c'est nous qui souffrons. Donc le président quand même a tenu compte de ça là. Maintenant certaines personnes quand même qui soutiennent le président, ils vont dire oui, c'est la réalité. Et les ministres aussi font les sacrifices. Et le gouvernement est en train de faire aussi le sacrifice pour cela. Maintenant sur le volet de l'électricité, Fadima, le président a parlé. Je pense qu'on doit revenir sur ça. Donc maintenant, l'électricité, il a parlé. Il nous a dit beaucoup de choses. Et de là encore, il a contredit son ministre de l'énergie. Parce qu'il nous avait annoncé à un moment donné que l'électricité, ça prend fin à partir de fin septembre. Donc nous sommes aujourd'hui en 2024. Jusqu'à présent, il n'y a pas une ligne maintenant viable et visible que les Maliens peuvent comprendre que l'électricité, ça va prendre fin. Mais sauf si que le président aussi a été très malin dans sa communication en ce qui concerne aussi l'électricité. Il faut se dire la vérité. Parce que le président a dit, il a parlé de calvaire, il a parlé de problèmes. Maintenant que lui-même, il a bénéficié, il a hérité de ces problèmes. Mais maintenant, la fin de ce problème, le président a été très intelligent. Il ne nous a pas dit oui que nous allons faire ceci. Mais sauf si le président nous a fait une annonce que tous les Maliens comprennent. C'était intelligemment de sa part. Il dit dans 1 an ou 2 ans que nous allons terminer parce qu'on a des propositions maintenant parce qu'on ne peut pas prendre des propositions à court terme pour essayer de donner l'électricité. Maintenant, il faut quand même diagnostiquer et solutionner. Nous avons envoyé des émissaires à Russie pour étudier cette question énergétique maintenant afin de trouver une solution durable. Maintenant, ça peut prendre 1 an ou 2 ans. Donc, cela veut dire qu'ils sont là encore jusqu'à 2 ans. Donc c'est un message codé que le président nous a fait, parce que quand, au regard de ce qu'il dit, donc parce que mon ami ne sera pas d'accord avec moi, mais le président est en train de nous dire indirectement qu'ils sont là à régler d'abord le problème énergétique jusqu'à 2 ans. Donc nous les Maliens, il faut acheter les groupes électrogènes maintenant là, ou les panneaux solaires pour essayer de monter sur le plan. Parce que maintenant, la question énergétique qu'on nous disait, parce qu'en 2024, j'avais entendu aussi des rumeurs que 2024, que ça sera fini, le calvaire énergétique au Mali. Mais le président est en train de nous annoncer encore d'autres mauvaises nouvelles en nous disant que non, ça ne sera pas réglé aujourd'hui jusqu'à 2 ans. Moussa, merci beaucoup. J'espère qu'on n'ira pas jusqu'à 2 ans. Alors moi par contre... Oui. Allez-y. Je voulais juste faire comprendre aux téléspectateurs, à mon ami, que les transitions dans tous les pays au monde, ma philosophie, ma compréhension, est qu'il n'y a pas de partisans anti et pro-transition. C'est ce qu'on a mis dans l'esprit des Maliens. Il n'y a pas qu'on est pro-transition, on est contre la transition. Celui qui est pour la transition, c'est celui qui critique la transition, mais en faisant des propositions crédibles. Mais moi, je vois que celui qui est contre la transition, c'est quelqu'un qui critique uniquement la transition, mais ne fait pas de propositions. Ça ne veut pas qu'on se trompe de cible. Aujourd'hui, je pense que ce discours du président de la transition, c'est un discours pour d'abord remercier le peuple malien qui vraiment a tant enduré. Et il a été reconnaissant, il a dit, cela nous va droit au cœur. Et il a dit devant des gens vraiment qu'il faut le dire, les chefs du village. Il a dit devant les chefs de fraction, il a dit devant les chefs de tribu, il a dit devant les imams, les prédicateurs. C'est très important de cette reconnaissance d'une autorité vis-à-vis de son peuple. Et le second point, cette sortie-là était très importante. Pourquoi? Parce qu'on est à la veille d'un
d'un moment, un tournoi crucial de l'histoire de la transition, qui est le dialogue direct intermalien. Donc il faut vraiment rabaiser les cœurs et les esprits, mettre tout le monde dans un même bateau, et que vraiment nous allons être sur la mer ou le fleuve, et que notre destination c'est une destination unique. Donc nous devons se donner la main, se tenir debout, et pour que cette transition soit sauvée. Si cette transition est reçue, c'est le peuple malien qui a reçu. Si cette transition échoue, c'est le peuple malien qui a échoué, c'est pas Assimi qui a échoué, hein. C'est le peuple malien. Mais ça aussi que c'est le même folklore, parce que même la transition de Feu Amadi Toumani Touré, c'était dans le même slogan, on disait oui, la transition, il faut les accompagner. Maintenant, si il s'agit d'accompagner les transitions, mais il fallait accompagner aussi les autres transitions qui ont précédé au Mali. Ce n'est pas la première transition. Et on dit toujours, il faut ajouter, parce que ça, c'est le slogan des gens qui ont toujours la même mise sur chose. Pourquoi on n'avait pas accompagné maintenant les transitions? Mais est-ce que cette transition, les transitions passées, est-ce qu'ils ont mis les mêmes stratégies, les mêmes politiques comme cette transition? Moi, je trouve que cette transition, le colonel Assimi Goïta est une transition très très proche de la population, est une transition qui consulte. Et regarde, ne serait-ce que les états généraux de la jeunesse organisés par le ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne, mais c'est historique. Depuis 1993, la jeunesse malienne n'a pas pu se revoir pour parler de l'état sélectif. Ça a été sélectif là. Moi, je faisais partie. J'espère qu'on. Parce que toi, vous voyez, il va dire le Malien, il va dire dans la seconde. J'étais expert. On va revenir. Tout le monde a été invité. Il faut que j'éclaircisse ce point. C'est-à-dire, moi, il y a eu des sélections, il y avait des experts du ministère de la Refondation, 7 experts, et il y a eu 7 experts joueurs qui étaient au compte du ministère de la Jeunesse et des Sports. Moi, je faisais partie de ça. Et les portes étaient ouvertes pour tout le monde. Le débat était dans les communes, dans les régions et dans les mairies. Tout le monde était. C'est-à-dire, j'ai lancé l'appel. Moi, vous regardez ma vidéo que j'avais fait en tant qu'expert junior. C'est-à-dire, on a lancé l'appel comme on appelle le berger qui est dans la forêt de venir, le bozo qui est sur la pirogue là, de descendre et venir, la parole est pour eux. Ce n'est plus pour une fraction de personnes qui vont sélectionner leurs copains, leurs copines. Non, le ministre Famba a fini avec ça. Et tout le monde était présent ce jour, monsieur Moussa. Ça, je vous avoue, j'ai vécu en live dans ça. J'étais comme on appelle, un artisan de ces états généraux de la transition, de la jeunesse. Donc c'est une opportunité, même si ne serait-ce que ça, la transition a fait quelque chose. D'accord. Alors, moi, ce que j'ai pu faire comme observation, c'est que j'ai essayé de faire une juxtaposition du premier discours qui a été fait à Caille, ensuite son second discours pour les vœux et évidemment ce troisième discours. Mais on remarque une chose par rapport à Caille, à maintenant, les promesses ont carrément baissé. Il y a moins de promesses assez concrètes et tout. Hein. Par contre, ce discours, il y a deux aspects qui m'ont un petit peu interpellée. Bien sûr, tout le monde a voulu avoir cette interpellation-là. Il s'agit par exemple des élections. Voilà, pour les élections, je pense que ça n'a pas été très tranché. Il a été évasif. Ça n'a pas été très tranché. Déjà pour le discours de fin d'année, ça a été très évasif. Je pense qu'il est toujours resté dans cette même posture-là. Et je pense que le message aussi derrière, je rejoindrai même Moussa un petit peu là-dedans, c'est pour dire que moi-même, voilà, dans ce truc-là, dans le discours, c'est pour dire qu'il y a eu des propositions faites par les Occidentaux, comme quoi il fallait mettre un président de transition et tout ça, et que lui, tout de suite, il s'est vu lui-même le premier responsable pour cette transition. Donc ça veut dire que, est-ce que le colonel Assimi Goïta est toujours dans cette posture comme quoi c'est lui qui doit toujours diriger tant que le paysage n'est pas totalement sain? C'est la grande question qu'il faut se poser. Est-ce que cette transition aussi est à finir très bientôt ou bien pour 2024? C'est vrai qu'elle a été prolongée. Mais Moussa aussi, ce qu'il a souligné, c'est assez important parce qu'il a compris, le président a compris que cette période-là est vraiment que ça, parce qu'il y a des échéances qui vont approcher bientôt, février 2024. Donc, on attendra ce que dira la CEDEAO par rapport à ça. Jusque-là, la CEDEAO reste muette par rapport à ce prolongement de la date des élections qu'on ne connaît toujours pas. Mais entre-temps, il faut apaiser, il faut rassurer, il faut donner certaines pistes aux populations maliennes pour qu'ils puissent adhérer, fédérer, notamment à cette vision de la transition. Oui, moi, je pense qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment une journaliste extraordinaire. J'aime vos pensées, vos réflexions. Mais ce que les gens ne comprennent pas, aujourd'hui, nous ne sommes pas on ne se voit pas, c'est-à-dire étant membre, comme on appelle, qui doit subir tout ce que la CEDEAO. Parce que la CEDEAO a échoué depuis le début de la transition malienne. Nous, on est dans un dialogue intermalien. C'est nous, les Maliens, qui vont décider
Quand est-ce que cette transition prendra fin? Et qui sera candidat? Qui pays ne peut aller à vase clos. On ne part pas à vase clos, mais nous, on a l'État malien aujourd'hui, la transition a des lignes. La CEDEAO aujourd'hui... Je pense que dans ce cas, pour ce fait, ça doit être assez clair. Et c'est cette transparence vraiment qu'on n'arrête pas de demander à la transition. C'est que quand vous êtes dans une structure, vous affirmez que vous êtes dans une structure. Quand vous ne l'êtes plus, vous affirmez que vous ne l'êtes plus. La transition aujourd'hui, si elle n'approuve pas, elle n'est plus... Elle ne se sent plus concernée par la CEDEAO. Non. Mais c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça de pouvoir s'affirmer devant le peuple malien africain et dire aujourd'hui les lignes dont la CEDEAO nous fait état ne nous concernent plus. Parce que cette transition aussi, je vais dire pourquoi je dis ça. Aujourd'hui, cette transparence doit être claire. Parce qu'ils ont eu quand même une certaine transparence quand ils sont sortis pour dire vous attaquez le Niger. Il y a une intervention militaire au Niger. Nous, on va se lever, on va défendre le Niger. Ça a été limpide, clair. Le message est passé tout de suite. À la suite de cela, il y a eu l'alliance des États du Sahel. Ils ne l'ont pas caché, ils ont été terre à terre. Mais aujourd'hui, qui continuent dans cette transparence, nous, on va sur un autre fait. Je suis tout à fait d'accord, mais ce que vous devrez comprendre est que, comme on appelle aujourd'hui notre vision, c'est-à-dire, nous, le peuple malien ne rejette pas la CEDEAO, mais on veut une CEDEAO qui est crédible, une CEDEAO qui est égalitaire, une CEDEAO qui est juste entre ses mains, une CEDEAO qui n'est pas manipulée. Pas au niveau de la population, au niveau des autorités. Les autorités l'ont toujours dit dans leur démarche, dans leur façon de faire les choses. Aujourd'hui, ce que les gens doivent comprendre, il n'a pas dit que c'est lui qui a vu qu'il devrait être candidat et gérer la transition. C'est quand il a vu que deux groupes sont venus, d'autres disent c'est notre candidat, lui aussi dit que, mais où est le candidat de Malien? S'il n'y a pas lui est le candidat de Malien. Il est le candidat de Malien et jusque-là, il continue d'être le candidat de Malien. Moi, ce que je veux dire aux gens, nous qui analysons souvent, si les gens pensent qu'on est pro-transition, ils peuvent analyser comme ils veulent, mais en réalité, s'il y a des élections demain, je serai le premier, parce que peut-être que j'ai des ambitions, je ne sais pas. L'histoire on va essayer d'avancer dans le dossier. Quand le discours, je pense que ça a été clair, ça a été bien précis. Chacun a fait son interprétation. Voilà, on se doit sur le plateau d'entretien brut de pouvoir aussi faire cette synthèse là. Maintenant, c'est assez clair. On continue dans le dossier. Voilà, ce dossier il est totalement clos en tout cas. On est au deuxième dossier. Il s'agit de la semaine de la justice. La semaine, on a vu le ministre de la Justice faire l'ouverture de cette semaine-là, clôturer cette semaine-là, avec évidemment encore une fois des discours assez forts, notamment sur le dossier EDM, sur la corruption et autres. Comment vous voyez ça? Moi, je pense que si cette semaine-là de la justice, semaine nationale de la justice était aussi une grande opportunité pour le Malien lambda. Le Malien lambda qui vivait et qui continue aujourd'hui, même pas si c'est pas comme avant, avec une injustice qui pleure au fond de sa chambre, qui ne sait pas qui s'adresser. Et cette semaine-là de la justice a permis à certaines organisations de la société civile qui, à nos yeux, sont crédibles, à porter le message de la société civile. A dit qu'aujourd'hui, cette société civile malienne réclame une justice sociale, il réclame une justice égalitaire, il réclame une justice équitable, une justice vraiment qui considère que tous les peuples maliens sont nés égaux. Ils sont égaux devant la justice. C'est ça, c'est très important. Mais le point qui m'interpelle dans tout ça, aujourd'hui, c'est la question de la cybercriminalité, parce que ça fait un peu référence à mes champs d'action. Moi, je pense qu'aujourd'hui, qui dit changement doit s'attendre à quelque chose. On ne peut pas dire qu'on veut le changement et nous ne voulons pas changer. Aujourd'hui, il est arrivé à un moment donné, il faut cadrer le Malien. Il faut cadrer la dame journaliste, le chroniqueur, il faut le cadrer. L'imam qui est dans sa mosquée, qui vraiment transforme souvent, c'est-à-dire les sermons de vendredi à des scènes politiques, qu'il faut le dire, tu peux analyser, mais avec des preuves palpables. Moi, je ne peux pas dire que oui, c'est la transition qui a financé Madé TV vraiment pour faire la promotion de la transition. Alors que je n'ai aucune preuve, je suis condamnable. Il faut que les gens comprennent. Quand on dit vous pouvez parler, mais vous avez des limites. C'est pas contre la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression, c'est dire la vérité, c'est de parler vraiment avec des analyses. Quand il m'a invité, il dit je veux des analyses concrètes. J'ai dit oui,
Moi, je voudrais donner des exemples concrets. C'est ça en réalité. Aujourd'hui, il faut que les Maliens comprennent qu'il y a une loi qui est là au Mali, qu'on appelle la cybercriminalité. Qui vraiment. Parce qu'avant, moi je suis contre Moussa, je fais une vidéo, je démentis toute sa vie. Mais c'est humiliant, c'est interdit en islam. C'est interdit socialement dans notre vie malienne. Et aujourd'hui, on doit comprendre ceci. Il y a des imams qui ont dit beaucoup de choses vraiment qui sont des sources de conflit, qui peuvent vraiment créer le conflit dans nos communautés. Et il est temps de cadrer ces imams-là. Qui vraiment, quelqu'un qui se tient devant le mimbar, qui est un lieu de dire la vérité et de prêcher la vérité. Parce que en islam, péché, je ne sors pas du sujet, péché, mais il faut rester dans le cadre légal. Avec des preuves, le verset coranique, les hadiths et des histoires qui existent, qui sont vérifiables. Donc, mais ce que je ne veux pas, ce que je n'ai pas du tout aimé, et au sein de mes réseaux, le réseau Radem, le réseau d'Assad de Brancalisation, nous sommes en train de travailler à vulgariser ce texte-là. Donc, c'est très important. Parce qu'il faut vulgariser ce texte-là auprès de l'imam et le chef du village, de communauté politique, laquelle vous avez le président des jeunes. Il faut le vulgariser le contenu de ce texte pour qu'ils sachent à quel de pour qu'ils ne tombent pas dans l'erreur. Pour qu'ils comprennent que, j'ai des limites dans tout ce que je dois dire. Moi, je pense que ce n'est pas la restriction de liberté d'expression. Mais encore un message pour les autorités de la transition, il faut qu'il n'est pas dit que les gens ne parlent pas. Mais il faut vraiment souvent, en tant que pouvoir, de fermer leurs yeux sur certaines choses. Sur certaines choses, qui laissent les gens parler. Quand le peuple parle, il est à l'aise. On ne peut jamais interdire à un peuple de parler. On ne peut jamais faire que ce soit demander le peuple. Moi, je pense depuis que cette transition-là a donné l'opportunité au peuple de parler. Ça, c'est dans la vie. Mais serait-ce que les États, comme on appelle les institutions nationales de la transition, ça a été une opportunité pour tout le monde de s'exprimer, de dire ce que veut. Déjà, nous avons tenu des premiers vraiment virulents dans les salles, mais cela nous a pas empêché d'avoir des synthèses. Et aujourd'hui, ce plateau est une histoire. Ce plateau vraiment est un peuple qui a vraiment la liberté d'expression au Mali. Parce que nous, on a fait d'analyser comme on veut. D'accord, merci beaucoup. Moussa. Fadima, on ne peut déroger par des convictions personnelles de la loi qui intéresse l'ordre public et les bonnes mœurs. Ça, c'est dans une partie de... Les anglophones diront « it's true ». Voilà. Donc, maintenant, le ministre a bien parlé, mais sauf si que moi j'ai une analyse à faire par rapport à la sortie du ministre. Et je fais d'abord, comment dire, une similitude entre la sortie du ministre et la sortie du président de la République. Là-bas où j'ai aimé le président de la transition. Oui. Voilà, donc, bon, juridiquement, pour ne pas que les juristes me condamnent. Ok. Non, sauf si en Guinée on dit président de la République, on continue toujours de dire là. Malgré qu'il est malgré le président de la transition, on dit chef d'État, commandant en chef d'État, bon, avec les noms pléthores et tout ça, là, je ne peux pas citer tout ça. Ça, c'est Doumoussou. Voilà, donc, maintenant, ici, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, dans sa sortie du 15, il a donné toute la liberté à la justice maintenant de faire son travail. Oui. En tout cas, rien que ça. Oui. Il a donné, faites votre travail. Donc, il les a donné le ton. C'est comme si, en Bamaraka, on dit, donc maintenant, il les a donné toute la liberté. Maintenant, s'il n'y a pas de justice maintenant au Mali, moi, je n'attaque pas le président de la République. J'attaque directement le département de la justice. Puisque le président, lui-même, il a dit que sa nièce est en prison aujourd'hui pour des délits de diffamation, à cause de cette diffamation, à cause de cette criminalité, que sa nièce se trouve aujourd'hui en prison, que tout le monde sache que lui-même, personne n'est au-dessus de la loi, même lui-même, il n'est pas au-dessus de la loi. Mais sauf si, moi j'interpelle quand même le département juridique au Mali, de regarder encore, parce qu'ils ont beaucoup à faire. Le président, quand il est venu, dans son allocution, il dit que le premier dossier qu'il a touché, ça c'est un dossier qui concerne aussi la justice, c'est le dossier des trains. De train de Caï, de Naké, lui il a touché. Il a parlé même de notre la zone aéroportière. Donc, maintenant c'est pour vous dire que la justice, combien de fois la justice était tellement instrumentalisée. Mais aujourd'hui, si le ministre fait cette semaine de la justice, maintenant c'est à lui de prendre sa responsabilité, c'est à lui de rentrer dans l'histoire, puisqu'il n'a jamais été instrumental, parce que selon le président quand même c'est dégagé, c'est démarqué de tout, maintenant en lui portant la responsabilité. Maintenant si rien n'est fait encore côté juridique, côté de la justice au Mali, ce n'est pas le président de la transition, mais c'est le ministre de la justice à qui on lui a donné toutes les tâches maintenant pour pouvoir évoluer. Aujourd'hui on a vu au Mali, ce n'est pas une justice de deux par deux mesures, parce que quand je dis cela, vous verrez maintenant une plainte contre moi demain. Mais
En tout cas, il faut que la justice travaille au Mali. Parce que moi, j'ai vu des choses. J'ai été visiter MCA, j'ai été visiter Bolé. Maintenant, j'ai vu des personnes qui sont dans les prisons, qui ont fait, par exemple, du côté guinéen, par exemple, que moi je connais. Je lève souvent, je travaille souvent avec comment dirais-je, un service social là-bas. Donc, M. Fofana, je travaille souvent avec lui. Il y a des Guinéens qui sont en prison, par exemple, qui sont en prison pour une histoire de 60 000 francs ou pour une histoire de 10 000 francs. Ils n'ont pas été jugés pendant plus d'1 an ou de 6 mois. Mais ça, c'est quoi? Mais quand on parle, le département, il va nous dire que oui, il y a un magistrat pour 1000 habitants ou un magistrat pour 10 000. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il a fait un état des lieux. Oui, et l'état des lieux, quand même, elle est assez importante. Oui, ça c'est très bon. Maintenant, il faut faire des propositions. Et vous êtes un ministre, est là pour ça. Le président, quand vous êtes ministre, cela veut dire, à Bambara, un ministre veut dire Kotiki. Donc, on t'a donné maintenant cette responsabilité. Il faut faire des propositions. Le président n'est pas un génie. Maintenant, c'est le ministre, au ministre de faire la proposition au président, maintenant de faire des recrutements de magistrats pour que certains, les innocents qui sont en prison, maintenant ne puissent pas de peine ou bien peuvent être jugés, peuvent être situés de leur sort. Attends, mais comment, pour une petite histoire du vol de 60 000 francs, tu es en prison pendant plus de mois, alors que si vous êtes jugé, vous ne pouvez pas dépasser 3 mois ou 6 mois. Donc cela veut dire qu'il y a quand même une défaillance à ce niveau. Le ministre doit quand même voir ses repères et corriger les imperfections. Moussa, ce que moi, si je peux souligner ici, je comprends un peu votre désarroi par rapport à cette justice qui n'est pas très à cheval sur comment elle doit notamment exercer dans la cité. Mais il y a aussi des petits écarts qui peuvent arriver, des dossiers latents. Ce qui est assez crucial quand même, moi, ce que j'ai noté et que j'ai beaucoup apprécié au niveau du ministre de la Justice, c'est qu'il a fait un état des lieux. Oui, c'est très important. Ça, c'est important. Il faut que, à travers ces états de lieux, les citoyens puissent comprendre les différentes structures, l'appareil judiciaire, comment elle se compose et comment elle fonctionne. À travers ces états de lieux, il a été aussi clair et des solutions, il a aussi avancé des solutions en termes de réforme. Et les Maliens attendaient ça. C'est ce discours et c'est cette revendication qui a été notamment demandée par l'Assise nationale de la réformation. Ok, moi je voudrais dire, la justice sans morale, vous savez, souvent, on nous a dit que souvent, quand vous êtes à la tête de la loi, c'est-à-dire vous dirigez une loi, mais la loi va souvent avec certaines consciences. Maintenant, s'il y a la loi et qu'il n'y a pas l'esprit de la loi, ce n'est pas bon. Moi, je vais vous rencontrer d'abord, il y a un fait. Il y a un aveugle qui est venu me voir. Maintenant que son enfant a volé son téléphone. C'est l'aveugle, son enfant, qui a volé son téléphone. Lui, en voulant corriger son enfant, il lui a envoyé au niveau de commissariat de la place. Et maintenant, le commissaire qui est là-bas, automatiquement, a envoyé l'enfant pour cette histoire de vol de téléphone. Lui, il voulait maintenant une correction à l'africaine. Mais cette histoire-là s'est terminée en prison parce que le petit a fait 3 mois en prison. Et l'aveugle lui-même aussi court après son enfant pour pouvoir le libérer. Il dit, ah, j'ai envoyé mon enfant pour le corriger, mais je n'ai pas envoyé pour le mettre en prison. Donc maintenant, attendez. Je suis pas d'accord avec ça parce que non, je suis obligé là. Là, la première chose qui se pose ici, ça veut dire que aveugle ou pas aveugle, quand on a un enfant, on a des responsabilités, on doit pouvoir éduquer cet enfant. C'est pas à la justice de pouvoir gérer des problèmes d'éducation. On va notamment essayer d'avancer. Moi, je voulais juste ajouter 2 points sur cette thématique-là. Le premier point, c'est d'abord, ce que j'ai aimé, j'ai vu un ministre smart, le ministre de la Justice, qui a fait l'état de lieu. Parce que c'est rare dans le pays aujourd'hui de voir un ministre qui fait l'état de lieu. Il a fait l'état de lieu, c'est maintenant à la population d'accompagner aussi cette justice. Souvent, on s'était. Mais ce que les gens ne comprennent pas, dans la nouvelle constitution, qui a été promulguée déjà, qui n'est pas encore en vigueur si je ne me trompe pas, dans cette nouvelle constitution, la durée des jugements là, on a revu. Il faut que les jugements, il ne faut plus que les dossiers font 10 ans, 5 ans, mais c'est fini. Donc je pense qu'on a de l'espoir que ces juges-là sera vraiment juste et qui va aider le peuple malheureux vraiment à sortir du pétrin. Et sauf si que dans un pays où il y a l'injustice, celui qui est juste n'est pas juste. N'est pas juste. Ça, c'est l'interprétation de Moussa. Ok, d'accord. Donc, on avance. Parlant de justice, on a notre dossier. Le prochain dossier, il s'agit du dossier l'affaire Eden. Voilà, on a vu dernièrement des rebondissements
avec l'arrestation des personnes, notamment l'ancien ministre de l'énergie, l'ancien DG de l'EDM, patatras, patatras, patatras. Nous, on voulait vraiment assez de transparence et je pense qu'on commence à entrevoir une certaine transparence parce qu'au départ, quand la ministre avait fait sa sortie, il y avait des citernes qui manquaient, qui ont été volées et tout. On se demandait, mais qui a volé? Donnez-nous le dossier, les noms de ces entreprises, ces 200 ou 800 entreprises qui sont fournisseurs de l'EDM. Mais je pense que là, on commence à entrevoir. Mais entre-temps, on reste quand même sur... On prend ça avec des personnes, parce que c'est la justice encore qui va faire son travail, qui doit faire son travail pour éclaircir ça. Mais c'est quand même un message fort. Oui, c'est un message très très fort qui nous prouve aujourd'hui que nous ne sommes pas dans le Mali-Koura, mais nous sommes dans le Mali-Nouma. Ça, c'est ma philosophie. Moi, je veux un Mali-Nouma. Moi, je ne veux pas un Mali-Koura. Moi, je veux, c'est déjà un pas pour qu'on soit dans le Mali-Nouma. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on est dans le Mali-Koura, mais on veut aller à Mali-Nouma. Mali-Nouma, là, on ne peut pas trouver tant qu'il n'y a pas de justice, vraiment, qui n'a pas d'état d'âme, une justice vraiment qui sanctionne, qui doit être sanctionnée. Mais ce que je voulais dire, il y a une erreur depuis le début, la sortie du ministre de l'énergie. À mon avis, moi j'avais écrit un article par rapport à ça. Je ne connais pas ce dossier, hein. J'ai juste écrit un article pour vraiment donner des conseils comment on a fait. C'est déjà des dossiers qu'on vous confie et que vous ne maîtrisez pas peut-être. Parce que ce que j'ai vu dans le discours, c'est peut-être une situation. Hein. Je pense que le dossier vraiment n'était pas maîtrisé à 100% parce qu'il y a eu des propos, le discours, vraiment, les Maliens n'ont pas été convaincus à 100%. Pour vous, moi, je l'avais dit tout à l'heure, c'est un volet, c'est là. Mais oui, c'est un travail de juge, c'est vrai. Mais moi, j'aurais voulu que le ministère crée au niveau de son département une commission uniquement composée des membres de l'EDM. Des gens qui savent qu'est-ce qui s'est passé, pour vraiment qu'ils conseillent le ministre. C'est juste pour un temps de 2 mois, de 45 jours, conseiller, constituer un bon dossier pour le ministre, et le ministre va à la télé pour défendre. C'est ce que j'avais aimé. Mais j'ai vu que le ministre vient avec un papier, je ne sais pas comment ils ont fait. Ils l'ont défendu, c'est bien. Mais aujourd'hui, on se trouve avec des arrestations, c'est ce que le peuple malien veut. Surtout moi, en tant que jeune, c'est ce que nous voulons. Ceux qui sont condamnables, il faut les condamner. Il faut que la justice soit, on ne dit pas, c'est des présumés. Les gens qui ont été arrêtés d'abord, il faut que les gens sachent corriger les discours, sinon ça va être difficile. C'est les présumés et ils seront jugés, je pense bien, c'est dans un plus de c'est ce que nous voulons aussi. Et que la justice soit rendue. Ceux qui ont pris l'argent du peuple malien, qu'on les fait venir. Puis le président a dit quelque chose dans son discours que j'ai aimé aussi. Ce que tu as pris, qui n'est pas à toi, on va prendre tout ça de ton argent. Et le reste là. Mais avant, quand tu voyageais, tu partais, c'est fini. Non, même si tu fais 1 milliard d'années, on va t'enlever ça de ton argent. Donc, c'est très important. Je pense que c'est vraiment des aides à saluer. Parce que nous voulons une gouvernance transparente. Et cette gouvernance transparente ne peut pas être faite aussi sans le peuple malien. Il faut que le peuple malien laisse l'état d'âme, l'état d'esprit, l'état d'âme. Mon cousin, ma cousine, nous, on n'est plus dans ça. On veut un Mali qui tape tout le monde avec un seul bateau. Vous savez de CDDM avec ces arrestations. La vache à lait. EDM, c'est ça qu'on appelle la vache à lait. Parce que c'est là-bas où tout le monde puisait. Même certains présidents, c'est que j'aurais appris. Même certains présidents puisaient là-bas. Donc, les arrestations, peut-être ce sont des présumés, puisque quand un dossier est en instance juridique, parce qu'on fait beaucoup d'attention pour parler, mais je vois que c'est une avancée significative, selon moi. Donc, ça montre la volonté, mais sauf si c'est limité. Parce que moi, je veux qu'ils aillent jusqu'en commençant par 90, s'il faut même 1960, depuis la création même de EDM. Donc, jusqu'à maintenant, tous les responsables, les directeurs, les ministres qui se sont succédés, y compris même ceux qui étaient du côté des cabinets présidentiels qui dirigeaient, parce que ce ne sont pas que des travailleurs, les ministres qui dirigeaient EDM, parce que selon nos informations, au niveau du président de la République, il y a aussi à la présidence, il y avait des organes uniquement pour EDZ et qui nommaient les gens qui faisaient. Donc là, il faut obligatoirement les interpeller. Que ce ne soit pas quand les éléphants se battent, que les fournis endossent la responsabilité. Que ce ne soit pas comme ça. Oui, on a interpellé un ministre, mais il n'est pas le seul ministre qui a géré ce département. Il faut interpeller les autres ministres qui se sont succédés depuis dans les années 90 jusqu'à maintenant là, pour les faire entendre, même si on les reproche de rien, mais il faut les attendre. Quand vous les fouillez, vous verrez encore d'autres ministres qui ont fait beaucoup plus de dégâts, parce qu'il ne faut pas que ça soit maintenant une interpellation sélective, voire ou bien que ce soit une interpellation d'un régime, parce que avoir souvent
la justice, oui, les interpellations, cette histoire, il a dit ça depuis le début de l'émission, que j'ai compris que ce sont les anciens dignitaires du régime défunt, maintenant qu'on interpelle souvent. Mais il faut que même le Premier ministre, le ministre de temps d'Ibeka, maintenant les différents ministres qui se sont succédés du temps d'Ibeka et les différents ministres qui se sont succédés, même elle-même, ministre, il faut quand même voir à clair. Non, il faut dire la vérité. Ça, je suis cette histoire, moi j'ai pris langue avec des ministres. Moi j'ai pris langue avec certains cadres. Et qu'on dit que là-bas c'est la vache à lait. Parce que c'est là-bas où certains présidents prenaient maintenant ils nommaient même les directeurs et les ministres nommaient aussi des personnes pour pouvoir souvent faire évasion fiscale. Il y avait des enveloppes. Il y avait des enveloppes parce que c'est là-bas, c'était dans le dos des Maliens. Donc là-bas, si aujourd'hui on voit des interpellations, on voit une dizaine de personnes, maintenant quand même le nombre est peu, mais moi je trouverais que je pensais qu'on allait avoir jusqu'à 500 interpellés parce qu'il y a beaucoup de personnes. Maintenant, il y a beaucoup de choses au Mali maintenant qui sont. Non, la transition a beaucoup de choses à faire. C'est pourquoi souvent, moi je les soutiens dans leur combat, puisque souvent on avait les yeux fermés. Les Maliens pensaient que franchement ce pays-là était de la merde. Mais aujourd'hui, on a compris que franchement, à vouloir serrer certains étaux, maintenant on peut vraiment avoir certaines choses et que les Maliens peuvent vivre décemment. Parce qu'on a vu la sortie du président de la République qui disait que, président de la transition, qui disait que le Mali n'est pas un pays pauvre, on a appauvri le pays. Donc maintenant c'est comme ça qu'on a appauvri le pays. Donc maintenant aujourd'hui, vouloir serrer l'étau de l'EDM, peut-être on va avoir une meilleure gestion dans le futur. Et puis le dernier mot que j'ajoute juste en une minute, c'est que il ne faut plus jamais que les Maliens tombent dans ce genre d'erreur qui concerne, ça c'est l'énergie seulement, mais il y a d'autres départements. On ne sait jamais, il y a d'autres départements. Il y a tout ça là-dedans, il faut vraiment qu'on réfléchisse sur 50 ans, sur 100, sur des milliards d'années en fait. Il ne faut plus jamais qu'on ait ce genre dans d'autres départements qui ne concernent pas l'électricité mais qui concernent autre chose. D'accord. Il faut ici c'est assez visible parce que c'est du tic au tac. Hein. Le citoyen le ressent assez vite. Hein. Les délestages, tout ça, on le ressent. Maintenant, dans les autres départements, ce n'est pas assez direct avec les citoyens. Et puis le vol est flagrant, Fadima. Vous éteignez, il n'y a pas de courant. Vous-même, vous êtes victime de ça. Moi-même, je suis victime. Maintenant, il n'y a pas de courant. Maintenant, les compteurs marche à merveille et que les factures aussi sont là et pourtant il n'y a pas de courant. C'est comme par magie, quand le courant vient, c'est comme par magie et on gonfle aussi l'électricité. Moi je ne comprends pas. En tout cas, on peut dire que le dossier EDM ces derniers jours, c'est quand même salutaire parce qu'on arrive à entrevoir. Mais ce que nous, on pourra dire en tant que citoyen malien, c'est que ça ne se limite pas là. Il ne faut pas que ce soit un dossier qu'on prend en compte dans ces semaines-là et puis après, on remet ça à côté. Parce que c'est un dossier vraiment où il faut suivre, il faut vraiment interpeller, il faut condamner ceux qui sont condamnables et vraiment trouver une solution. Dans un plus bref délai. Dans un plus bref délai. Et moi, ce que je pourrais dire, c'est exhorter vraiment nos autorités à toujours communiquer. On n'arrête pas de le dire sur ce plateau ici, de vraiment communiquer avec les citoyens qui sont concernés. Voilà, ce dossier, il est mis de côté parce qu'il est toujours affaire à suivre. On prend un autre dossier. Il s'agit de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté. Il y a eu une visite au nord du Mali, à Kidal reconquis, par le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Ouagé. Un message fort. Un message fort, vous voyez, mes yeux sont remplis de larmes. Parce que quand je voyais dans les années 2012, 2013, 14, 15, quand les autorités maliennes partaient à Kidal, on avait un temps restreint. Le temps est donné. Vous dépassez 1 heure, 2 heures. C'est les Français qui nous accueillent. C'est nos frères qui sont armés. J'ai dit nos frères, ce sont nos frères en réalité. Qui nous accueillent, qui guidaient nos autorités, qui disaient voilà, vous ne pouvez pas dépasser ce moment. Mais c'est aujourd'hui, vraiment, le peuple malien, les autorités maliennes qui fassent une visite là-bas aujourd'hui est historique et symbolique. Et qui est à saluer. Qui montre aussi la volonté affichée de la transition, sincèrement, vers la réconciliation nationale et le respect de toutes les couches. C'est un ciel très fort par l'histoire de la transition de montrer aujourd'hui au peuple malien que toutes les communautés, toutes les régions du Mali ont leur pierre dans l'édifice crucial, comme on l'appelle, d'un Mali fort et puissant. C'est très très important. Moi je pense que cette vie de colonel-major Ismaël Ouagé est
est à saluer. Et si on avait fêté l'anniversaire sans penser à Kidal, on allait faire du boucan ici à Bamako. On allait dire, ah, Kidal est folklorique. Mais on a vu que Kidal est une réalité. On ne peut que remercier, moi personnellement, je remercie le général Alaj Gamou. Et je le dis en langue assamien, je dis c'est un homme à saluer. Et également à saluer cette population kidaloise qui a enduré la propagande, le banditisme des bandits armés des groupes narcotrafiquants et terroristes qui sont les membres armés de Kidal. Ils ont enduré. Et également sur cette visite-là était une opportunité pour les autres de la transition de les remercier. De leur dire que vous comptez pour nous, vous faites partie du Mali, nous sommes là pour vous. Ça c'est très important. Parce que cette population-là aujourd'hui, kidaloise, moi je leur dis chapeau, je leur dis bravo, parce que c'est une population qui a voulu et qui a pu faire le choix à un moment donné entre le Mali éternel et le Mali qui date des bandes armées de groupes narcotrafiquants. D'accord, merci. Moussa. Fini Mali et Kidal. Souvent, j'entendais ce mot-là dans les zones des médias français, le Mali et Kidal. Donc, c'est fini. Donc, cette visite nous montre cela. Et ce que moi, quand même, j'aurais souhaité, Fadima, comme la visite du ministre de la Réconciliation, et je souhaiterais quand même que si les autorités nous écoutent aussi, qu'on fasse un entretien brut à Kidal. Et pour montrer aux Maliens que oui, nous sommes là, ce que nous sommes capables de dire ici à Bamako, et nous le dirons aussi à Kidal, et Kidal fait partie du Mali. Et vous savez, l'euphorie dans laquelle se trouvent les Maliens aujourd'hui pour avoir Kidal comme une partie du Mali, puisque Kidal était coupé du Mali, et Kidal même était à part, souvent on disait, mais aujourd'hui, avec cette visite, aujourd'hui, un Malien peut se déplacer pour aller à Kidal sans demander l'autorisation. Oui. Je vous dis, en 2019, pour la petite histoire, l'ambassadeur du Tchad ici m'avait demandé de l'accompagner à Kidal. D'abord qu'il faut demander l'autorisation au niveau de la MINUSMA. L'autorisation au niveau de la MINUSMA et demander l'autorisation au niveau de la SEMA pour l'atterrissage. Donc, c'était comme si le gouvernement ne contrôlait pas, qu'il ne faisait plus partie du Mali. Mais quand je vois aujourd'hui un ministre de la Réconciliation, un ministre malien qui fout le pied à Kidal, mais c'est assassiné. Mais il reste, nous les journalistes qui sont là au sud, maintenant il faut qu'on parte voir la réalité. On ne s'assoit pas ici pour dire. Mais la prise de Kidal, moi j'avais dit, la prise de Kidal, j'aurais souhaité être dans le convoi pour maintenant faire le reportage et que cette prise-là soit faite devant moi. Puisque d'abord ça c'est historique. Et que les Maliens attendaient, moi-même j'attendais, mais cette histoire de la visite là, moi si je savais, j'allais être dans la délégation pour accompagner le ministre et je serai là pour maintenant vous expliquer maintenant quels sont les engouements et maintenant quelles sont les atmosphères qui se trouvent aujourd'hui au milieu du Kidal. On a vu les ferveurs, maintenant on a vu l'ampleur, l'atmosphère, la joie maintenant qui se liait sur une foule alliée à Kidal quand l'armée entrait. Et aujourd'hui on a vu aussi un gouverneur qui est à pied d'œuvre, qui est vent debout maintenant pour essayer de maîtriser Kidal et que la population maintenant vit en harmonie aujourd'hui à Kidal. Et merci, bravo à cette transition. C'est l'une des rares fois que je remercie la transition maintenant pour les œuvres. Parce que c'est l'une des rares fois. Vous allez remercier dans les jours à venir. Maintenant, je vais terminer pour le remercier quand je serai à Kidal. Quand vous êtes. Moi, j'en profite pour remercier vraiment le général Gamou parce que c'est un homme très patriote quand même. Hein, quoi qu'on en dise, au début, c'était assez ambigu sur sa personne, mais il a démontré, il a convaincu les Maliens pour dire que vraiment, il adore ce pays. Et quand il a atterri en tant que gouverneur pendant cette transition, en si peu de temps, il a pu aller à tous les points faire un état des lieux. Avant de travailler, il faut faire un état des lieux. C'est primordial, c'est impératif. Il a fait un état des lieux. Il sait qu'il y a beaucoup à faire et à refaire dans la zone. Et il a passé ce message-là assez rapidement. Ce que moi je voulais juste ajouter en deux mots, c'est-à-dire je demande aux autorités de la transition de faire de Kidal, la ville de Kidal, une ville militaire. Ultra, je le dis, ultra moderne et ultra sécurisée, pour nous permettre de voir une vision et une vue sur la frontière algérienne. C'est très important pour le Mali. Et secondo, comme on appelle, il faut également aller vers la reconquête de certaines zones qui vraiment sont conquises, mais c'est-à-dire créer toutes les conditions pour que
plus rapidement les autorités, c'est-à-dire je parle des mairies, des commandants, des préfets, des médecins et des anciens qui retournent dans ces zones parce que ce sont nos frères de cette zone. Et nous voulons vraiment qu'ils aillent à l'école, nous voulons qu'ils participent à l'édification d'un Mali nouveau, le Mali courant et le Mali nouveau. Les retours sont en train de se faire. Hein. On a pu voir ces communications-là. Les déplacés sont vraiment en train de revenir. Je pense que c'est une histoire de temps. Hein. On reste assez motivé pour ça. En tout cas, on remercie beaucoup le ministre de la Réconciliation. Voilà. Oui, le colonel-major Ouagué. Qui fait du très très beau et puis, Gamou est un homme qui maîtrise la scène. Parce qu'à un moment donné, ce que les gens ont dit, c'était la les gens qui le critiquaient n'ont pas compris. Il faisait le jeu des gens pour pouvoir vraiment bien s'installer, installer le Mali en fait. C'est ce que moi j'ai compris. Et les gens ont mal critiqué, n'ont pas compris, mais aujourd'hui on voit la vérité. C'est pour que tu aimes c'est un jour quoi. C'est très important. Et aussi remercier le colonel-major Ouagué, qui vraiment a un esprit ouvert, qui, quand je l'ai vu avec la population, je vous assure que j'ai pleuré de mes propres yeux. C'était inimaginable à un moment donné. Ouais. Mais qu'Allah bénisse cette transition. D'accord, donc on avance dans nos dossiers. On a un dossier régional, un petit dossier quand même, qui est passé en flèche assez inaperçu. Il y a eu quelques petites discussions là-dessus, mais nous, on le prend ici sur Entretien Brut pour essayer de comprendre quel est le message de cette communication qui a pu se faire. Il s'agit du Tchad voisin. Voilà, et le nouveau Premier ministre au niveau du Tchad, Success Masra, a annoncé effectivement le 7 janvier dernier qu'il renonçait à son salaire. Une première pour un PM dans la zone. Quel est ce message? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pourtant, il a été quand même un fervent opposant au régime Déby. Aujourd'hui, il s'allie au régime, il renonce à son salaire et il n'y a pas plus tard qu'il y a juste quelques jours, on annonce la candidature de fils Déby. Moi, à mon avis, je pense que sa nomination était d'abord de préparer la population tchadienne à se rallier derrière le général, c'est-à-dire la dynastie Déby. Ça, c'est une vision personnelle que j'ai. Je pense que ce jeune-là, à mon avis, un jeune... À un moment donné, c'est vrai, il faut souvent faire profil bas pour vraiment sauver le peuple, mais je pense qu'il n'a pas du tout honoré la jeunesse sahélienne. Il n'a pas, à mon avis, même s'il a renoncé à son salaire, c'est ce que les gens voient. Mais nous, aujourd'hui, on voulait avoir lui à l'opposition pour vraiment critiquer et proposer des solutions. Mais aujourd'hui, on est en train de faire, à mon avis, un gouvernement d'union nationale éternel. Parce que lui, à la tête de la primature, c'est pour casser l'élan de la transition, l'élan de l'opposition. Et souvent, c'est bien vu, souvent, c'est mal vu. Mais si ça permet d'amener la sérénité et la stabilité, c'est bien. Mais ils ont fait un jeu, il est nommé, il a renoncé à son salaire. Et après, on attend, on voit comment on appelle la prononciation de la candidature de Déby-Fils. Mais c'est déjà des questionnements qu'on doit se poser. Donc, c'était déjà préparer les Tchadiens. C'est pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de bougons. Les gens, vraiment... Ce soir, c'est comme ça, ils se sont posés des questions. Mais tout ce qu'on voit tout de suite, c'est un jeu machiavélique. C'est ce qu'ils ont fait. Les gens, directement, on le voit qu'il a renoncé à son salaire. Première dans l'histoire du Sahel. Ah, le premier a renoncé à tout son salaire. Non, nous, on voit le projet de gouvernance, on voit la gouvernance, on voit le débat d'idées, on voit la transparence. Mais on ne s'arrête pas là, on veut des discussions, on veut qu'il y ait deux pas, deux mesures pour qu'on comprenne, pour qu'on participe à l'édification d'un État multiculturel, multireligieux et multiethnique. Voilà. D'accord, Moussa. Oui, l'homme souvent s'adapte en fonction de la réalité du milieu. Il a compris qu'il n'a rien à perdre, donc politiquement c'est fini pour lui, il ne peut pas être président de la République. Donc il a été certes coopté par la France, donc qui appelle souvent, qui font des appels nocturnes pour essayer de faire une proposition. Maintenant, sauf si que la renonciation a ces avantages-là, quand même, ça ne me dit rien, parce que moi je vois les avantages du ministre, d'abord les avantages qu'il touche pendant la journée et pendant le mois. Maintenant, son traitement budgétaire et autres, là, le ministre paye budget dans ça, là, le salaire des ministres, c'est quoi? Ça ne dépasse même pas 3 à 4 millions francs CFA, mais pendant son budget de souveraineté qui dépasse 100 fois que son salaire. Donc, quand un ministre me dit qu'il renonce à mais ça, c'est des balivernes, donc je ne peux pas comprendre tout cela. Mais ce que tu as salué, c'est la dynastie Déby qui s'installe maintenant, qui continue, et que c'est fini. Mais si nous aussi, nous pouvons faire ici autant, donc ce serait peut-être fini les tracasseries
politique autre, parce que lui-même il a compris que c'est quoi il était fait, donc c'est ce qu'il est venu faire nous montrer, parce qu'il sait déjà que la guerre est perdue d'avance, donc pour ne pas perdre tout, il faut qu'il accepte cela pour se faire un peu d'argent, ou bien pour permettre à ses partisans un peu d'être dans le gouvernement, ou de gérer certains postes de responsabilité, parce que toi aussi tu peux pas faire la politique à la Marico, donc tu fais la politique et tu fais tomber tout le monde. C'est quoi la politique? Oui, parce que tu fais la politique, mais au moment opportun, là où tu peux gagner, maintenant tu fais tomber tout le monde, et toi, et tous ceux qui sont derrière toi. Donc, mais lui, il a compris, il sait que maintenant faire la guerre, s'opposer au fils de Bi, donc il n'a rien à gagner, parce que la France est déjà derrière, bien assis. Donc, il faut obligatoirement accepter l'offre là, qu'on accepte qu'une seule fois. Donc, il a accepté, et ça va lui permettre de former son gouvernement, même s'il n'a pas la totalité de mesures pour pouvoir choisir. Mais en tout cas, il a 2 ou 3 personnes qui peuvent être dans le gouvernement, et il a aussi beaucoup de personnes aussi qui peuvent être à des postes de responsabilité dans le cabinet et autres dans les institutions du pays. Donc cela va sauver encore son pays, même si lui il ne devient pas président, mais il y aura quand même les gens qui sont dans les postes ministériels là, donc peuvent s'enrichir et maintenant financer le parti dans le futur, parce que lui il ne peut plus être président, mais il peut y avoir aussi des gens aussi qui sont dans le parti et qui peuvent financer. Mais si un parti politique, parce qu'un parti politique se nourrit dans l'argent, et s'il n'y a pas d'argent, tu fais chaque fois, maintenant tu te poses chaque fois au pouvoir, et maintenant si on te cache, obligatoirement le parti va partir en faillite. Donc pour ne pas que le parti soit parti en faillite, donc il faut quand même mais ce que moi je ne suis pas d'accord, à mon avis, ce que moi je ne suis pas d'accord avec vous ici, c'est ce que le malheur du Mali aujourd'hui, et que les gens pensent qu'il faut l'argent pour faire de la politique. Nous on veut qu'on sorte de cette je veux qu'on sorte de cette philosophie là. Quand on donne 1 milliard chaque mois maintenant aux partis politiques, mais c'est ce que nous avons. Moi-même, j'ai dit au plateau ici, moi, cette histoire de mandat, cette histoire de démocratie, je ne suis pas dedans, je suis un aristocrate. Donc, je ne suis pas dans la démocratie, mais qui nous a été... parce que son acte... Mais c'est pour vous dire que on nous a enseigné qu'il faut de l'opposition, et cette opposition aussi soit toujours financée par le pouvoir. Donc, chef de file de l'opposition, on a même créé une institution comme quoi chef de file de l'opposition. Ça, c'est la démocratie à la monétarité. C'est ce que moi je veux aujourd'hui. On prend plus de 30 millions de francs CFA par mois. On a un chef de file de l'opposition. Donc, on crée, c'est pourquoi même aujourd'hui, moi-même qui suis assis devant vous, si l'occasion me permet, je vais créer mon parti politique pour parce que nous, on est contre bientôt 10 minutes. Non, on est contre aujourd'hui, on veut des hommes politiques vraiment qui pensent que l'argent n'est pas le nez de la guerre, mais leur confiance et leur crédibilité aux yeux et auprès de la population, comme on appelle, qui compte, qui peut faire de futurs présidents de la République, qui peut faire de futurs députés, de futurs maires et des conseils de préfets, comme on a des conseils de cercle. C'est ce que nous voulons. Alors voilà, c'est lui, son acte aujourd'hui peut pousser le parti à fermer la bouche, peut pousser le parti à ne plus, comme on appelle, parce que quand on dit un parti politique, on parle d'une idéologie. On parle d'une idéologie, on parle d'une philosophie d'un parti. Un parti politique, c'est une idéologie, c'est une philosophie. Mais si c'est l'argent qui est là, c'est fini pour le pays. On sait que quoi qu'il en soit, il faut des finances. Maintenant, si c'est la stratégie du PM du Tchad pour pouvoir rester sur la scène... Ah, c'est pour ça qu'il est dans le secteur. On a vu les partis politiques ici qui sont nourris. Adema, par exemple, moi je ne citerai pas, mais Adema est là. Ils vont de par-ci. Parce que quand on voit aujourd'hui, Adema est fort parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les institutions et qui peuvent financer facilement. Mais par contre, il y a certains partis politiques qui ne peuvent même pas faire sortir, comment dirais-je, une conférence de presse ou un point de presse parce qu'il n'y a pas d'argent dans le parti. Mais est-ce que il y a 15 millions d'habitants, il y a plus de 200 partis politiques pour un pays comme le Mali. Merci Moussa, on le sait. Merci Moussa, on le sait. Je pense que cette communication, les Maliens l'ont bien compris. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien brut. Voilà, chers téléspectateurs de Mandé TV, notre invité est M. Mohamed Abdellahi El Kali. Il est sociologue, spécialiste des questions sociales et secrétaire du Sahel à la tête d'un cabinet Sahel Expertise Consulting SEC. Moi, je ne saurais terminer ce plateau sans vous demander votre analyse sur les questions sociales et sécuritaires du Mali et notamment dans l'AES.
Oui, je pense que l'AES, très rapidement, l'AES, je peux dire, j'avais fait une proposition depuis plus de 2 ans, un document, mais j'ai essayé de remettre aux autorités, je n'ai pas eu de pistes vraiment pour passer. Mais dans ce document, je parlais de ça, mais je n'avais pas de l'AES. Mais ces 3 pays qui vraiment ont un destin commun, qui a un destin inné d'abord à travers nos ancêtres, et qui ont un destin commun sur la scène socio-politique, ils étaient condamnés à se donner la main. Et sauver l'AES aujourd'hui, nous sommes tous condamnés à soutenir l'AES. Et la question aujourd'hui, je pense qu'avec l'AES, on pourra mettre fin à des attaques terroristes dans nos différents pays. C'est très très important. Mais ce que j'ai dit à l'AES, que l'AES ne fonctionne pas comme le G5 Sahel a fonctionné. C'est-à-dire qu'on cherche à créer des organisations, des organes au sein de l'AES, composés par des experts qui maîtrisent la thématique, pas des experts qui sont dans des salons climatisés, qui ne connaissent même pas Fana ni Massina et qui peuvent vraiment occuper des postes. Non mais c'est ça. C'est-à-dire le concubinage, je ne sais pas moi, mon ami, la copine de mon ami, non, qu'on soit dans ça, qu'on soit vraiment avec une organisation qui fait la promotion, comme on appelle, des jeunes, des femmes capables, qui sont disponibles pour vraiment soutenir la vision de l'AES. Ça, c'est ce message que je voulais vraiment dire à notre aimable colonel Assimi Goïta, vraiment de penser à ça. C'est très important de remettre, c'est-à-dire de nommer des gens qui vraiment connaissent bien la vie sociopolitique de ces 3 zones. Qui maîtrisent surtout la zone. La thématique, c'est très important. Qui ont fait le terrain, ça c'est hyper important. C'est ce que je retiens de votre résumé. Moussa, juste une seconde. Pas plus. Si on crée l'AES, donc on va être capable aussi de créer AEE. Donc AEE, c'est l'Alliance des États de l'Est, donc qui concerne la Guinée, le Sénégal et le Mali, à partir de Caï. C'est une zone de 3 frontières aussi. Et de l'autre côté aussi, il y a une zone de 3 frontières entre le Mali et la Guinée et la Côte d'Ivoire à partir de Bougouni. Donc c'est pour vous dire que à chaque fois quand il y a des bruits entre les autorités, qu'on change de manteau, des bruits en Guinée, on avait vu avec cette histoire des alliances entre le Burkina et la Guinée et le Mali. Donc et ça avait pris même une ascendance, mais on a vu aussi qu'il y a avec des bruits entre Doumbouya et colonel Goïta. Donc maintenant là on n'en parle plus. Donc la Guinée est mise de côté. Donc à chaque fois on est sur ça. Donc l'AES, moi je vois pas quand même qu'il y a l'espoir, et je disais toujours l'amitié entre les pauvres engendre que la pitié. Vous êtes très sceptique, ça on l'a compris, on le sait. On le sait très bien. Téléspectateurs de Mandé TV, on arrive à la fin de notre entretien brut du jour. Voilà, notre invité est monsieur Mohamed Abdelhaï El Kali. Il est sociologue spécialiste des questions sociales et sécuritaires. Monsieur Abdelkali, merci. Je vous en prie, c'est vraiment à moi de vous remercier. C'est un plateau magnifique et vraiment la parole est libre, les questions sont fluides, très très pertinentes. Et qu'Allah sauve cette transition, que le Mali vraiment puisse se voir développer et nos enfants, nos sœurs et nos filles peuvent aller à l'école. Merci beaucoup. Moussa, à la prochaine. Oui, à la prochaine, une interpellation. Donc, moi, je vais être à Kidal. Donc, je lance un appel à l'endroit des autorités. Maintenant, s'il y a des missions, maintenant là, que je sois dans les missions pour aller faire un entretien brut, donc dans un Kidal brut. Tout à fait. Le message, il est passé en espérant que le ministre en question entend, ou son cabinet entend et puisse répondre à cette requête. Parce que moi, j'aimerais bien aussi aller à Kidal pour faire un entretien brut sur le terrain. Avec le général Gamou. Avec le général Gamou, bien évidemment. Donc, on arrive à la fin de notre entretien. Moi, je ne saurais terminer sans pour autant donner des encouragements du positif aux aigles du Mali, oui, qui sont en train de défendre les couleurs du Mali, le drapeau malien, et qu'ils puissent vraiment mouiller le maillot, comme on dit, donner tout ce qu'ils ont à donner pour pouvoir nous ramener cette coupe au Mali, parce que je suis sûre que la coupe, là, c'est pour le Mali. Ça, c'est clair et net. Voilà, donc on se dit à la prochaine. Entre-temps, restez sur les ondes de Mandé TV. Allez-y également sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Et je salue la régie qui a assuré cet enregistrement. On se dit à la prochaine.